You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et dans notre podcast, on parle aussi d'entrepreneuriat, de parcours de vie, de bien-être en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de recevoir une personne avec qui j'ai échangé sur LinkedIn, mais je me suis rappelé par la suite qu'on se connaissait déjà d'avant. Et cette personne, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. On a une question brise-glace qui est un rituel chez HR Meetup, c'est le fameux rêve d'adolescent. Quel était ton rêve d'adolescent ? Puis surtout, le but de la question, c'est de voir est-ce que maintenant, actuellement, est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent ? Waouh. Déjà, quel était mon rêve d'ado ? Je pense qu'à l'époque, j'étais quand même assez geek. Donc beaucoup dans l'informatique. Techno. Ouais, technologie, tout ce qui est plutôt logiciel aussi, matériel à l'époque. Et finalement, c'est vrai que ça a guidé mon parcours, en tout cas professionnel, dans une première partie de carrière. Exactement. Une licence en informatique, qui est devenue en effet un master entre-temps. Ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de faire entre autres du génie logiciel, donc de pouvoir concevoir en effet des logiciels dans tous les domaines, mais aussi toucher un peu à tout ce qui est base de données, tout ce qui est infographie, etc. Et donc ça m'a permis d'avoir une palette assez générale, ce qui était le but en effet d'une licence à l'époque. Et donc tu étais aligné avec ton rêve déjà dans les études ? Oui. Déjà dans l'objectif carrière ? Oui, c'était clairement une continuité, surtout que mon père, quand j'étais tout petit, en fait, lui faisait un graduat en commande machine sur Commodore 64. Wow. Donc un menuisier en effet, justement, qui allait un peu au-delà du bois en tant que tel, mais plutôt du côté industriel. Et donc j'ai eu l'occasion, entre guillemets, de tomber dedans comme ça. Oui, c'était pour moi une continuité. Le style d'études, en fait, aussi était assez chouette parce que très général et aussi quand même assez pratique, malgré que ce soit à l'université. Ça m'a beaucoup plu, c'était de très chouettes années. Ouais. Alors là, il y a une question qui m'interpelle toujours, c'est, tu sais, quand on commence des études, universitaires ou non, on a toujours un idéal. On idéalise un job. Toi, tu avais l'exemple de ton père, peut-être ça change peut-être la donne. On a un idéal, puis il se rend compte sur le terrain, tiens, c'est pas vraiment comme je pensais. Est-ce qu'il y a eu ce genre de constat ? Oui, intéressant comme question. Je pense pas que j'avais d'idéal au niveau de job au début, parce que je me suis vite rendu compte que c'était tellement généraliste, qu'en fait, on pouvait faire beaucoup de choses, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit en effet, comme je disais, la construction de logiciels, donc du développement, de la gestion des bases de données, etc. Et en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai testé via différentes missions et différents domaines pour trouver en fait ce qui me plaisait, en tout cas au début. T'es un créatif ? Alors, c'est pas ce que j'aurais dit de moi à l'époque, mais en fait, si, je crois. je crois que maintenant je peux le dire, parce qu'en effet, j'ai souvent des idées un peu out of the box, ce genre de choses, en tout cas, pas forcément comme tout le monde. Donc oui, maintenant, je crois que c'est quelque chose que je dirais, oui. Tu travaillais plutôt dans quel type de fonction ? Alors moi, je pense que j'ai changé un peu tous les 2 ans. C'est peu vrai ? Quelque chose qui est assez récurrent, entre guillemets, chez moi, c'est besoin de changer, de faire le tour des choses. Et donc, j'ai commencé simplement par du développement, pour tout ce qui est un peu bancaire ici à Bruxelles. Et ce qui me plaisait à l'époque, c'était un peu le côté challenge intellectuel, optimisation, comprendre en effet ce que voulaient faire les gens. Et j'ai eu la grande chance de tomber dans les méthodes agiles déjà assez vite en fait, en début de carrière. Donc autour de 2006-2007, ça a complètement bouleversé ma façon de penser et de collaborer, mais ça on pourrait y revenir. Et donc de fil en aiguille, j'ai continué à me rapprocher de l'humain avec des rôles de plus en plus rapprochés des différents métiers, et donc pour comprendre de plus en plus les besoins et finalement de faire l'interface avec les gens qui développaient, avec des rôles d'analyse plutôt métier, comme on peut appeler ça maintenant. Et pour continuer ensuite à faire plutôt la gestion de projet, donc plus de la coordination, facilitation et ce genre de choses, pour continuer encore plus loin à finalement faire du coaching d'équipe, d'arriver à accompagner les équipes dans leur objectif. Le mot est lâché, coaching d'équipe. Exactement, voilà, on y vient. Et de fil en aiguille, je me suis aussi intéressé à tout ce qui est plutôt personnel dans l'humain, jusqu'à plus tard, il y a 3 ans, reprendre les études en psychologie. Alors, on va revenir là-dessus, parce que tu as dit quelque chose de très important. On va commencer à expliquer pourquoi j'ai voulu aussi discuter de ça avec toi, parce que l'agile, c'est pour moi un élément clé. L'agilité qui était une méthodologie de travail au départ, ça se manifeste surtout par une question de changer ses mentalités, son approche, et donc on va être très très vite et très très rapidement confronté au mindset et à l'humain. Et je me rends compte qu'en fait, une méthode agile qui est censée faciliter le monde de l'informatique dans la collaboration devient un vecteur mais super puissant de transformation de carrière. Je vois plein de gens dans l'agilité devenir coach agile et on met très vite en fait l'humain dans un métier qui à la fin, tu sais, le vieux geek qu'on reprochait d'être solitaire dans sa chambre avec son paquet de chips, les CCC, tu vois, chips, cola et chocolat, tu vois. Ça me parle, oui. Les petits clichés comme ça bien durs où tu as le geek isolé, à un monde où le geek devient en entreprise un être hyper social et sociabilisé par la force des choses pour l'organisation de travail agile. Oui. Et c'est marrant que ça mène à des prises de conscience sur la gestion de la relation humaine. Oui, en fait, grâce, comme tu dis, à un peu cette mentalité agile, on comprend très vite finalement comment on arrive à se compléter, comment on arrive à collaborer. Les forces du ensemble. Exactement, le côté collaboratif en fait, et le fait qu'on se complète aussi. Et à partir du moment où on se respecte, on s'écoute, et justement on tient compte des avis des uns des autres, ou qu'on construit des choses qui sont vraiment intéressantes, et qui finalement arrivent à des résultats très intéressants et très vite, et aussi a priori de très bonne qualité. Du coup, je ne suis pas surpris de ton passage vers le coaching. Par contre, moi, ce qui m'a surpris chez toi,
c'est que tu as voulu aller beaucoup plus loin, jusqu'au point où tu reprends des études. Tu peux en parler? Oui, c'est vrai que ça fait toujours sourire aussi les gens quand je dis que je passe de l'informatique à la psychologie. Ça peut paraître grand écart, mais c'est en effet, comme je dis, une évolution au niveau d'un fil rouge humain. Avec les rôles, comme j'ai dit, de me rapprocher des gens, de comprendre leurs besoins, de les questionner, de les écouter. Donc c'est déjà en effet 2 compétences, je pense, de base qui sont super importantes au niveau de la psychologie. Et en fait, c'est une amie qui m'a conseillé un jour de dire, ok, toi qui, justement, j'étais en Suisse à l'époque, toi qui t'ennuies entre guillemets intellectuellement, qui cherche un peu un challenge, pourquoi tu reprends pas les études? Parce qu'en fait, ce serait très intéressant qu'on ait des gens qui s'intéressent à ce que tu t'intéresses actuellement, à savoir tout ce qui est neurodiversité, et qui... T'as lâché le deuxième mot-clé que je voulais voir sortir dans cette émission. On a déjà fait quelques podcasts et je fais un petit coup à Isabelle de Liège qui accompagne la neurodiversité en entreprise. Bonjour Isabelle. Petit clin d'œil à elle. Et donc, en fait, elle m'a dit, oui, ne serait-ce que les quelques cours que tu as suivis en ligne de l'Université de Genève et les façons dont tu l'expliques et dont tu m'écoutes, ça m'apporte beaucoup plus que mes discussions avec ma psychologue actuelle. Et donc, qu'est-ce que tu fais? T'as pas envie, en effet, de te lancer dans un cursus, en effet, de psycho. Et tiens, regarde, il y a une université à distance qui permet de faire du temps partiel avec des diplômes reconnus universitaires. Essaie un semestre, tu verras ce que ça donne. Et puis, comme je disais, j'étais à une époque, en fait, où j'avais beaucoup levé le pied sur le côté travailler beaucoup pour gagner beaucoup, etc. Et donc, c'est vrai que j'avais du temps et que c'était aussi une occasion, en fait, d'apprendre des choses. Et ça, j'adore ça. Donc, ouais. Alors, je t'avoue que je ne sais pas comment je vais le glisser dans cette émission, mais on a découvert aussi une chose qui était en commun entre toi et moi, c'est qu'on est, et là je vais peut-être faire l'écart, c'est une parenthèse, mais elle est hyper importante à mes yeux parce qu'elle me rend fier de te recevoir aujourd'hui au micro. On a parlé de déconstruction masculine et de féminisme. Est-ce que c'est venu avant, pendant, ça a toujours été dans ton chemin? Dans le relationnel humain, il y a le genre, les couples, et donc quelque part, je suis peut-être même presque pas surpris que tu fasses ce chemin-là pour les gens qui ont l'intelligence de le faire. Et d'un autre côté, c'est surprenant dans le sens où tout le monde ne fait pas le déclic. Je pense qu'on en revient à cette notion d'écoute et de respect, qui sont propres à l'agilité de façon plus générale. Mais j'ai pas commencé en effet par ces questionnements, j'ai plus commencé par des questionnements autour de la nutrition. Non, le fait de tout ce qu'on mange, etc. Et c'est dans une mission avec qui je discutais justement avec une collègue, où en fait elle a commencé à critiquer ce que je mangeais, à savoir des plats préparés le midi, parce que c'était plus facile, parce qu'en effet c'était pas cher, et en fait voilà, solution de facilité, tu le prends en effet dans le sac à dos le matin et puis tu réchauffes le midi. Et puis elle a commencé à me conscientiser sur le contenu en fait de cette nutrition en termes de sucre et en termes de sel. Et ça, j'avoue que j'étais complètement passé à côté, j'avais aucune notion de nutrition à l'époque, ce qui m'a amené fil en aiguille à un niveau sportif relativement élevé aussi à une autre époque. En fait, elle a ouvert une porte où, comme on pourrait le dire aussi, elle m'a placé sur le nez une paire de lunettes que j'ai jamais pu enlever en fait. C'est vraiment cette conscientisation de choses qu'on nous fait faire ou qu'on nous fait manger ou qu'on nous fait acheter qui en fait sont pas forcément bénéfiques et qui permettent juste de gagner du temps, mais tu le payes en fait autrement. Et donc ça a commencé en effet par les questionnements au niveau de la nutrition. Ensuite, ça a suivi plutôt questionnement au niveau de l'écologie, donc en termes de consumérisme, pollution, etc., limite planétaire ou peu importe. Et ça, c'est dur l'électrochoc pour un informaticien, non? Quand on gère des data serveurs et qu'on parle de Green IT si peu, encore même en 2026, quand il y a une urgence climatique, on ne parle pas encore assez de Green IT, je trouve. Oui, et puis pour être franc, j'ai pris quelques claques en effet en conscientisant tout ça. Et là aussi, c'est des choses, une fois que tu apprends, soit tu nies en disant de toute façon personne ne bouge, ou soit tu fais ce que tu peux à ton niveau. Comme je l'ai dit, j'ai eu des années geeks où en fait ça m'amusait d'acheter en ligne des pièces les moins chères possibles et de les faire venir de partout toi-même tes PC. En Europe. J'ai refait ce délire-là quand j'avais, je sais plus à quel âge, peut-être 30 ans, que sais-je, c'était juste un plaisir de retomber dans l'enfance. Mais en fait, je me rendais pas compte de l'impact. Qu'en commandant en un endroit, ça partait d'un autre dépôt, puis ça venait. En fait, c'était des colis dans tous les sens. Exactement, je me rendais pas compte de l'impact et tout ce qu'on pouvait nous changer pour faire des choses. Et donc j'ai changé en effet cette façon de faire pour essayer de privilégier certaines choses, comme par exemple en commençant à combiner les questionnements, d'aller plutôt au marché pour soutenir ton producteur local et d'aller acheter finalement des légumes, bio ou non, ça c'est encore d'autres questions, mais qui sont produits localement pour finalement soutenir ton voisin en fait. Et tu parlais de recréer aussi du tissu social, mais c'est exactement ça, de pouvoir discuter avec ton maraîcher. Et quand j'habitais à Lausanne, c'était exactement ça, je connaissais par cœur le gars, et puis c'était toujours un plaisir d'aller le voir et en fait acheter des légumes chez lui, et de super qualité aussi. Donc tu conscientises aussi dans ces questionnements, par exemple nutritionnels, que ce que tu manges aujourd'hui qui est peu cher, en fait c'est vide de nutriments et autres. Et donc ça n'a strictement aucun intérêt. Tu te poses quand même des questions sur ce que tu manges, on est bien d'accord. On va continuer dans l'élaboration de cette réponse. Donc tu me dis, c'est d'abord un switch alimentaire. Ça m'explique pas encore comment tu en arrives à la déconstruction masculine, par exemple. C'est marrant à dire, mais en fait, dans le milieu de l'écologie, il y a beaucoup de femmes, je trouve, certainement plus que d'hommes. À force de pouvoir, comme tu dis, côté social, échanger, ça a ouvert d'autres portes sur d'autres problématiques. Et donc, en effet, sur les inégalités, simplement, de façon assez générale, je me suis rendu compte que, on parle beaucoup de salaire ou ce genre de choses, mais c'est qu'une partie du problème. Et je me suis amusé à un moment en réunion à compter le nombre d'interruptions
que pouvaient faire certains hommes par rapport à ce que disaient certaines femmes. J'y croyais pas forcément au début. Et c'est comme pour tout. Tu mets en tout Conscientiser les choses, il faut que tu le vois toi-même ou que tu le vives. C'est facile en tant qu'homme, en plus blanc, de nier ou de ne pas croire certaines choses, mais quand tu les vis ou tu prends ou tu les observes. Le temps de les observer vraiment et de façon objective. Vraiment prendre note et noter, à la limite faire des stats pour garder le côté geek. Ouais, tu te rends compte très vite qu'il y a des choses que tu voyais pas forcément. Et une fois que tu commences à les voir, c'est compliqué de fermer les yeux. Des échanges que j'ai avec toi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une personne... Alors, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas les clichés. Tu as parlé de toute façon toi-même de neuroatypisme, de TDAH et des choses comme ça offline. Une des caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils ne supportent pas l'injustice aussi. Est-ce que ça ne t'a pas guidé aussi, ce côté de ta personnalité où tu es curieux, tu as envie d'apprendre, j'entends ta sensibilité, ton émotivité, que j'ai appris à découvrir en échangeant avec toi, et puis j'entends que, l'injustice, elle te révolte quelque part. Ouais, comme tu le dis, par rapport à l'injustice, avec le temps, ce que je vois, ce qui m'anime, c'est surtout la quête de cohérence. Évidemment, l'injustice aussi. Maintenant, on peut parler des symptômes et en effet, tout ce qui est neuroatypie, parce qu'en effet, je me suis posé des questions par rapport à ça il y a quelques années. Je m'en pose entre guillemets encore, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça a été fort médiatisé, donc il y a aussi à boire et à manger là-dedans. C'est plutôt cette quête de sens, cette quête de cohérence dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans les actions, les paroles. Et je pense que c'est aussi très fortement lié au bien-être en entreprise et que ça a toujours été quelque chose qui m'anime, d'essayer de comprendre, beaucoup écouter, observer et justement de chercher cette cohérence. Tu es actuellement en transition professionnelle. Je pense que je peux le décrire comme ça. Oui, bien sûr. Tu me dis que tu es encore aux études. Oui. T'en es où? Pour encore quelques années. J'imagine bien. Surtout que c'est en alternance, c'est ça? Actuellement, oui. Là, je vois le début. J'essaie de voir une étape à la fois. J'ai repris des études en psychologie qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc évidemment, il n'y a pas de passerelle, surtout à 20 ans d'écart. J'ai repris à zéro. Un bachelor que j'ai entamé à temps partiel. Donc normalement, c'est 4 ans juste pour le bachelor. Après, tu as un master en 2 ou 3 ans. Et je m'étais dit que je visais peut-être un post-grade de 3 ans encore en psychothérapie, mais je pense qu'il y a d'autres voies possibles. Je suis en train de me questionner, en revenu en fait en Belgique et ayant commencé ses études auprès d'une fac suisse, de pouvoir peut-être rejoindre ici une université locale. Ce qui va peut-être intensifier les choses, mais qui va permettre de fluidifier la suite du parcours. Je pense que je serai diplômé avant mes 50 ans. Et sincèrement, il y a au moins 5 ou 6 ans devant. Donc c'est ça, c'est vraiment un marathon. Il faut pouvoir vraiment aussi se préserver. Et tu gardes la motivation en plus. En tout cas, j'apprends beaucoup, énormément. Je désapprends aussi beaucoup, ça c'est intéressant. Je trouve ça vraiment utile. Et je pense que la mission qui est derrière, qui actuellement est d'accompagner en effet des gens qui ont connu des problématiques de harcèlement ou d'abus ou de manque de soins liés à cette diversité ou cette divergence, comme certains l'appellent. Je pense que ça reste clairement un objectif qui motive en fait. Et il y a tellement de choses à apprendre et c'est quand même un domaine qui est bien bordélique, je trouve. La raison de nos échanges dans ce podcast aujourd'hui, c'est le bien-être au travail. Tu interviens en entreprise déjà, malgré que tu sois encore aux études. Oui. Mais en fait, j'ai eu la chance, comme je disais, de tomber très vite. Toi, tu parlais de Scrum, la méthode agile la plus connue. Merci, le marketing, pas toujours la plus simple, au contraire. Moi, j'ai eu la chance de commencer avec l'extreme programming, méthode cousine des années 90 de Scrum. Je fais un petit coucou à Pierre-Emmanuel Dautrep, qui est formateur aussi et qui fait des formations chez Pixis Belgique d'ailleurs. Pierre-Emmanuel, plaisir. Tu le connais? Oui, bien sûr. On s'est croisés beaucoup. Tu l'as croisé à la journée agile, oui, évidemment. Ils organisent avec Norman. De nombreuses années, et Norman aussi. Bonjour Norman. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc, ces méthodes agiles, finalement, te permettent, comme je disais, de travailler très différemment. Et moi, ça m'a beaucoup orienté dans le début de ma carrière. Et comme je dis, je l'ai d'abord pratiqué moi en tant que développeur. Je pense que c'est quelque chose d'assez important de le vivre. Je comprenais pas l'intérêt au début. Ouais. Au contraire, ça m'ennuyait d'être à deux derrière un clavier, là, justement, à côté extreme programming. Et très vite, j'ai compris qu'en étant à côté de quelqu'un qui a beaucoup de bagages, en fait, tu apprends énormément avec ce duo, même très très vite, et que tu gagnes aussi en qualité, parce qu'en fait, il y a 2 cerveaux qui tournent derrière un objectif. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a du challenge en permanence. Par rapport à ça, de fil en aiguille, comme je dis, une des valeurs agiles aussi, c'est le fait de travailler ensemble avec toutes les personnes parties prenantes d'un projet ou d'un produit. Le fait d'avoir très vite aussi autour de la table des gens qui décident, des gens qui financent, des gens qui vont utiliser le produit que tu développes. En fait, ça crée une proximité et ça crée aussi, comme je disais, écoute, questionnement, donc toujours des choses de base. J'ai d'ailleurs un chef qui disait l'agilité, c'est juste de bon sens en fait, rien de plus. C'est juste bien été packagé. Et c'est pas limité à l'IT, ça peut être plus global. Oui, exactement. De plus en plus, parce que comme on l'a dit, finalement, c'est surtout une mentalité. C'est mettre les bonnes personnes autour de la table, de faire en sorte qu'elles soient motivées, de faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie, de faire en sorte que, elles puissent décider eux-mêmes au quotidien par rapport à un cadre défini ensemble. Je pense que ça donne beaucoup, de sens aussi au travail, en fait. Alors, comment tu te présentes alors maintenant? Imagine, je suis DRH et tu dis, moi je veux venir intervenir dans ton entreprise, elle me plaît, elle a des belles valeurs, on parlera des valeurs plus tard aussi d'ailleurs. Comment tu présentes ton approche? Parce que tu te situes encore entre 2 eaux, si je peux le définir comme ça. C'est difficile de se positionner ou pas? Exactement. Et c'est pour ça, c'est difficile de se positionner. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix finalement de redevenir employé à temps partiel, ce qui me laisse en effet le temps de continuer les études, parce que ça reste un projet très important pour moi et très long terme, comme tu l'as compris. Actuellement, je suis revenu, entre guillemets, dans le domaine de gestion de projet, de la collaboration, de la coordination, de la facilitation.
en entreprise, dans le secteur de la santé mentale, psychiatrie plus précisément, tout en faisant des coachings à côté, mais plus individuels. Donc c'est vraiment là-dessus que moi j'interviens aujourd'hui, plus pour accompagner des gens qui se posent des questions par rapport à leur carrière, par rapport à leur fonctionnement, etc. Je fais de moins en moins d'interventions en entreprise, parce que c'est vrai que c'est assez chronophage en fait aussi par rapport à ça. Donc c'est plus dans le privé, en individuel. Oui, exactement. Ouais. Mais comme je disais par rapport à ça précédemment, avant ici de venir, je faisais des missions en entreprise pour clarifier parfois les rôles et responsabilités, justement pour fluidifier les échanges et éviter d'avoir des zones grises et des attentes entre les gens. J'ai pu aussi travailler dans la facilitation de réunions de travail, encore une fois au niveau de la division du travail, de comment est-ce qu'on va livrer un produit, quelle partie d'abord, etc. Donc vraiment, entre guillemets, faire parler les gens et les challenger au bon moment, en fait. Et c'est typiquement ça le travail de coach. Où est la tentation, à la limite de la tentation? Parce que tu sais, quand on fait des prises de conscience si fortes, c'est quand même tentant d'avoir envie de se dire aux gens « les gars, je vois aussi d'autres choses que tu pourrais conscientiser ». Ça t'arrive de devoir dire à quelqu'un « on n'irait pas un peu plus loin ?» finalement? Alors ça m'arrive, mais pas en coaching. Pourquoi? Parce qu'en coaching, tu es là pour accompagner les gens dans leur objectif, tu n'es pas là pour les influencer, mais plus en effet pour les questionner et aider à atteindre cet objectif. Ça m'arrive en effet plus avec des amis ou dans des échanges plus informels de poser des questions, ou bien évidemment de questionner dans le sens où pourquoi est-ce que tu fais les choses et pourquoi est-ce que tu ne ferais pas d'une autre façon. Mais comme je disais, pas avec la casquette de coach. Et là, c'est super important, et je le vois de plus en plus en psychologie, on mélange pas les rôles. Voilà, de garder sa posture. Et c'est une des choses aussi que moi j'avais apprécié, que j'avais apprise ici dans le cursus de coaching que j'avais suivi à Bruxelles. C'est en fait de changer de posture, de passer de la posture du consultant qui fait de l'audit, qui parle de produits, qui est dans la solution, à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la solution, qui est plus là en effet pour la conscientiser et aider, accompagner les gens, mais sans influencer. Mais ça, c'est super important. Et est-ce qu'il t'arrive, par contre, d'avoir des gens qui, au départ, te contactent pour un accompagnement, font des prises de conscience sur leur sens au travail, pour finalement en arriver à ces sujets? Et je parle notamment des gens qui ont un burn-out. Oui, parce qu'en effet, il y a les valeurs derrière. Oui, il y a les valeurs, la cohérence, l'alignement. J'avais dit qu'on parlerait de valeurs en entreprise, on y est. Belle transition. Non, je pense que c'est sûr que... Et le Covid a été un accélérateur, un déclencheur pour énormément de gens. Et il y a beaucoup de burn-out aussi derrière. C'est à partir du moment où tu n'es pas aligné par rapport aux choses dans lesquelles tu crois et qui finalement te font lever le matin, un jour, tu as du mal à te lever. Et donc, c'est sûr qu'il y a des questionnements qui, à un moment, vont arriver sur ces valeurs et sur le fait qu'on les vit ou les vit pas. Bon, maintenant, tout le monde n'a pas le choix ou l'opportunité de changer ou quoi que ce soit. Il y a quand même des réalités, évidemment, quotidiennes dont il faut tenir compte. Puis il y a un échelon dessus aussi. Parce que, je l'explique, à un moment donné, malheureusement, il y a l'effet marketing. Il y a des boîtes qui sont très conscientes qu'elles ont un branding à soigner. Et dans le branding à soigner, il est très à la mode pour l'instant de mettre une valeur sur un mur. Et moi, ce que j'ai constaté, alors je ne suis pas négatif, mais je suis désolé, c'est un constat objectif de mon vécu, de mon expérience. J'ai bossé dans beaucoup de boîtes où la valeur qui était sur le mur est celle qu'il n'y avait pas, qui n'existait pas et qu'on aurait bien aimé avoir. Genre, on est pour l'humain, et j'ai vu des licenciements inhumains se faire, mais à tomber de sa chaise. C'est quand même un petit électrochoc de conscience et de morale. Oui, et ça j'en ai vu aussi malheureusement des entreprises où, comme tu dis, les valeurs sont au mur, mais on ne les constate pas en fait au quotidien. On ne les vit pas du tout. Non, et ça c'est peut-être le risque, entre guillemets, de demander qu'est-ce qui ferait sens pour les gens, mais pas comment. Le côté plutôt en effet opérationnel, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entre guillemets, être professionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de collaborer, ce genre de choses, de définir ce que veulent dire les valeurs et comment est-ce qu'elles sont vécues en fait au quotidien. Souvent cette étape-là, en fait, elle reste là. Et après, je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir la sécurité psychologique qui permet aux gens de dire qu'on est en train de bafouer, entre guillemets, ces valeurs, de pouvoir changer les choses aussi. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors quand on parle de libérer la parole, parce que c'est de ça dont on parle maintenant, ça veut dire qu'il faut instaurer un siège et une relation de safe place, de sécurité, et donc de relation de confiance. Est-ce que la confiance est un sujet sur lequel tu te rends compte qu'il y a forcément un lien avec la psychologie, la psychiatrie, on peut aller très loin dans l'analyse, mais la confiance, c'est quelque chose qui se gagne, mais ça marche dans les deux sens, et ça doit se construire, et puis je dirais même plus loin, ça doit se cultiver. Oui. Est-ce que dans ton travail, tu réfléchis là-dessus? Oui, et puis la confiance, ça se perd aussi très vite, et après, généralement, quand c'est perdu, c'est compliqué. Je pense que ça commence avec de l'empathie et de l'écoute, et c'est, comme je disais, la posture, en effet, plutôt basse, qui permet de faire du coaching, et de recevoir finalement sans juger ce que peuvent amener les gens, ça fait partie de cette construction de confiance. Et le fait de pouvoir, entre guillemets, suivre, questionner, s'intéresser à la personne aussi. Et comme on disait, d'avoir une cohérence entre les actes et la parole, je pense que c'est ça qui fait aussi en sorte que les gens ont confiance en toi et qu'ils vont revenir vers toi. Et le fait qu'ils reviennent, pour moi, c'est le meilleur des feedbacks que tu puisses avoir en entreprise. Ouais, et ça vient souvent des collègues directs plutôt que de la hiérarchie ou quoi que ce soit qui ne travaillent pas forcément avec toi. Oui, la confiance, pour moi, c'est la base de tout. Ça te choque si je dis, moi j'ai l'impression que les entreprises ont tellement du mal de créer un environnement de confiance que c'est certainement la raison majeure pour laquelle ils passent par des coachs. Parce que finalement, quand tu fais appel à un coach, tu crées cette relation de confiance et quelque part, tu combles un manque que tu as dans ta boîte. Oui. Tu peux me corriger? Non, je pense que on l'a dit aussi souvent, par exemple au niveau de Scrum, c'est qu'en fait, un très bon Scrum Master, donc un responsable de la méthodologie qui va aider, qui va coacher, mais en fait, à un moment, il s'en va. Parce qu'il a fait son boulot, il a aidé l'équipe à grandir, à comprendre comment faire les choses et pourquoi on les faisait comme ça. Et à un moment, on n'a plus besoin de lui.
Donc je pense que c'est aussi le rôle du coach de venir à un moment particulier pour aider certainement une direction, quoi que ce soit. Faciliter, c'est le facilitateur. À faciliter les choses pour passer certainement un cap, remettre en effet de la communication ou même de la confiance au niveau de l'équipe, au niveau des communications et au niveau des objectifs. Oui, je pense que c'est très important. Maintenant que tu es en switch de carrière, c'est quoi le plus gros challenge que tu vois face à toi? Parce qu'on a une vision qui change. On a une posture, on évolue, on fait un switch, on transite vers autre chose et puis on observe des choses et le regard avec lequel on observe varie très fort avec notre posture et ce qu'on fait. Oui. Et je me dis que maintenant, là où tu en es, il y a certainement des constats qui t'interpellent où tu te dis « Waouh, le challenge est plus grand que je pensais ou moins grand que je pensais ou différent de ce que je pensais. » Oui, c'est ça que c'est intéressant de parfois être un peu impulsif et pas trop réfléchir. Ce qui est assez paradoxal, c'est moi parce que j'ai tendance aussi à beaucoup réfléchir dans d'autres cas. Le plus dur, je pense, c'est de se dire « Ok, comment est-ce que je peux transiter vers ce nouveau domaine sans diplôme et donc vraiment de légitimité tout en me rendant utile en fait ?» Et ça, c'est vraiment une question qui m'a longtemps habité. Comment arriver petit à petit, étape par étape, en étant un peu agile justement vers cette nouvelle carrière, à se rendre utile dans un domaine où tu vas quand même pouvoir apprendre, mais sans encore exercer en tant que tel, en fait. Parce qu'il y a le diplôme, mais après, il y a la pratique aussi. Et tant que tu n'as pas la pratique et l'expérience, tu n'as toujours pas de légitimité, alors. Exactement. Et d'où l'idée de continuer, entre guillemets, le coaching individuel, plus sur des objectifs du quotidien ou de carrière, qui sont loin de sujets comme des traumas ou ce genre de choses qui sont beaucoup plus complexes. Et de rentrer dans le domaine avec une casquette qui est plus la coordination, la facilitation, et d'apprendre aussi finalement le métier petit à petit par rapport à ça. Donc c'était vraiment, ok, je dois garder un poste à temps partiel, sinon en effet j'arriverai jamais au niveau des études, mais comment je fais? Et j'ai cherché longtemps, avant de revenir en Belgique, j'étais encore en Suisse. Et ta réponse maintenant, c'est quoi alors? C'est une envie que tu as ou tu te dis, c'est confortable, on fait les deux? C'est clairement un objectif que d'arriver à avoir une pratique privée ou pluridisciplinaire dans un cabinet, c'est sûr. Maintenant, je sais que je ne ferai pas que ça non plus. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire de la vulgarisation, de la formation, intervenir. Ce genre de choses aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Mais pourquoi pas aussi garder un pied dans une institution? Et donc, un peu côté slasher, de pouvoir finalement avoir différentes expériences dans différents domaines qui vont s'alimenter les unes les autres. Tout simplement, parce que je me vois plus ne faire que la même chose 100% au même endroit. Aussi pour le côté social, aussi pour le côté challenge, aussi pour le côté, et comme je disais, apprentissage. Enfin, je l'ai vu en tant que consultant. Aujourd'hui, j'ai une expérience qui est ce qu'elle est, mais parce que j'ai changé tous les 2 ans, parce que j'ai fait plusieurs missions, parce que j'ai vu différentes façons de travailler, différentes personnes. C'est ça, je pense, qui te donne de la richesse. Et donc bouger, c'est important. Je ressens ton fil conducteur très bien. Comment tu le vois, ce fil conducteur, dans 5 ans, 6 ans? Tu te vois où? Tu te vois comment? C'est quoi ton idéal? Là, ce qui te donne de l'énergie, c'est d'apprendre, c'est de voir ton évolution, step by step, d'aider les gens, j'imagine? Oui. Je pense pas que ça changera, dans le sens où le fil rouge sera toujours, entre guillemets, de se sentir utile, d'aider les gens, de faire la différence aussi, entre guillemets, dans leur vie. Et si je te dis les utopistes et les fous seuls changent le monde, tu te reconnais là-dedans ou pas? On dit souvent génie folie, il n'y a qu'un pas, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas. Je pense en effet qu'il faut pouvoir parfois s'écouter soi plus que les autres et aussi de suivre, entre guillemets, ses envies, qui reste encore un privilège. Ça, c'est sûr et certain. On est bien d'accord. Au plus tu avances, au plus tu te rends compte aussi que tout le monde n'a pas la possibilité de claquer la porte et de partir 4 ans à l'étranger, ce genre de choses. Mais oui, je pense que quand on a un sujet, en tout cas, qui nous motive, il faut pouvoir plonger dedans et se donner les moyens, si on peut, évidemment, le faire. Juste de suivre son instinct et puis d'apprendre un maximum. On rejoint un ikigai. Oui, c'est vraiment ce croisement entre ce qui motive, etc. et l'envie d'apprendre, les valeurs, comme on disait précédemment, et, comme on disait, d'arriver à trouver le croisement des moyens et des possibilités qui permettent d'y arriver. Si on veut faire appel à toi pour du coaching privé pour l'instant, on peut te contacter comment? Tu as un site internet qui est dédié à ton activité ou pas encore? Alors j'en ai un que je dois mettre à jour, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Tu connais l'expression « les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés ». Oui. Un informaticien, mon Dieu. Non mais c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ça travaille beaucoup par bouche à oreille parce qu'il y a des gens qui sont contents puis qui en parlent à d'autres en fait. C'est la meilleure publicité du monde en fait. Exactement. Au moins tu perds pas ton temps sur LinkedIn pendant 6 heures. Ça c'est déjà le meilleur moyen de me contacter, sans forcément y passer 6 heures. Ouais, je pense qu'en effet, tu attires des gens pour des problématiques ou un profil ou un style que toi tu as, qui font que le bouche à oreille fonctionne certainement mieux pour ça. Pourquoi? Parce que, je veux dire, tu attires des gens qui sont un peu comme toi, qui pensent comme toi. Typiquement, la méthode que moi j'utilise, qui est un tableau blanc virtuel où je note énormément de choses, ça attire des gens. Tu me disais. Ouais, des gens qui sont assez cartésiens et qui aiment bien le fait de pouvoir revenir lire. Ça fait partie de moi, ça fait partie des gens qui viennent aussi échanger avec moi. Ça les aide beaucoup, j'ai pas mal de feedback très intéressant sur la méthode. Et donc, dans ce cas-là, le bouche à oreille est le meilleur. Mais si vous voulez échanger avec grand plaisir, et LinkedIn est certainement le meilleur moyen. Oui. On a un système de rituel de clôture de ce podcast. On a 3 questions de clôture sur le thème RH. Ok. Donc, je vais te demander, c'est quoi pour toi un bon RH? Je pense que je vais reprendre ce que je disais précédemment, à savoir quelqu'un surtout qui écoute. Parce que certainement, quand tu vas avoir une personne qui est aux ressources humaines, c'est généralement pas juste, entre guillemets, pour boire un café, même si évidemment c'est toujours agréable, mais pour discuter de choses qui te sont propres, que ce soit en termes de carrière, que ce soit en termes d'envie, que ce soit, comme on disait, en termes de valeurs, ou même de désalignement par rapport à valeurs.
Et donc je pense que c'est surtout quelqu'un disponible et qui écoute. Ouais. Deuxième question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un effet waouh? Un effet waouh, c'est un endroit où une personne que tu rencontres dans le milieu professionnel et tu te dis waouh, là, il y a de quoi être inspiré, il y a quelque chose de différent. Je n'ai pas l'habitude, je suis impressionné. Et si tu n'as jamais connu ça, qu'est-ce qui te donnerait un petit effet waouh dans ta vie? Le moment où tu as les yeux qui brillent et les étincelles dans les yeux. Je l'ai connu et même à de nombreuses reprises, l'effet waouh. Il y en a deux qui me viennent, d'une part sur justement la méthode et d'autre part sur une personne. Et c'est lié. On peut les citer, on peut faire signe. Bonjour Timothée en tout cas. Justement, qui avait ramené cet extreme programming, je pense, d'Angleterre à l'époque, qui est chimiste à la base. C'est quelqu'un qui a certainement encore beaucoup de leadership et qui faisait très confiance en effet au niveau de l'équipe et toujours innovant. Timothée comment? Timothée Bourbet, oui. Merci Timothée. Et c'était vraiment quelqu'un d'inspirant, justement en termes de gestion humaine et qui était toujours les mains dans le cambouis avec l'équipe. Et donc pour moi, c'était vraiment, typiquement un leader inspirant et au service de l'équipe. J'ai beaucoup apprécié. La gratitude. Ouais. T'as remarqué, ouais, je vois ça. Donc pour moi, citer les gens, c'est extrêmement important. S'ils ont quelque chose de bien, qu'ils ont fait de bien, il faut les gratifier. Je pense que c'est important. On ne dit pas assez les bonnes choses. Mais là, je pourrais passer 4 heures à ton micro. Alors, gratifier énormément de gens. Viens passer 4 heures à mon micro. Avec plaisir. Nous allons faire un podcast spécial épisode. On gratifie toutes les personnes qui ont des qualités humaines, qui se démarquent, et je pense qu'elles le mériteraient tous. Oui, non, mais c'est très chouette. Et puis, tu vois, l'autre côté wow, c'était aussi, justement, dans l'agilité, ce côté révélation que j'ai eu, et ça c'est peut-être un peu technique, mais le fait d'écrire des tests avant de développer à l'époque. Donc, j'étais quand même assez jeune et je sortais de l'école. Et pour moi, c'était une torture. Je comprenais vraiment pas l'intérêt jusqu'à ce que j'expose la production, parce qu'il y avait des tests qui n'étaient pas faits. Et ensuite, j'ai compris que je me suis évité beaucoup de problèmes ultérieurement en ayant essuyé ce plate-là. Et donc, ça m'a vraiment convaincu en disant « Ah oui, mais ok. » Ça permet d'arriver à collaborer et d'avoir cette sécurité psychologique, mais aussi par rapport au code, qui permet de ne pas tout casser. Et ça, c'était tellement important. Et donc, ce switch en disant « Ok, ça ne sert à rien, c'est qu'une corvée. » Non, en fait, j'ai compris maintenant l'utilité, quoi. Et c'est comme ça pour plein d'utilités. Et quand je disais, quand tu ouvres les yeux sur certaines choses, tu peux pas les refermer. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, ouais. Tu as tous les DRH, patrons d'entreprise devant toi en une foule. Et tu peux leur passer un message. Tu auras envie de leur demander ou de leur dire quoi? Passer du temps sur le terrain, en fait. Allez voir ce qui se passe, prenez la température, discutez avec les gens. Oui, je pense qu'il faut se balader au niveau des services, des unités. C'est vrai que moi j'ai connu des entreprises où j'ai jamais vu le CIO passer dans les couloirs. Oui. C'est un peu dommage. Et le DRH, oui? Non, DRH pareil, très rare. Donc message important. Très rare aussi. Baladez-vous dans les couloirs et en fait juste prendre du temps pour discuter avec les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on crée de la confiance. Et aussi qu'on apprend souvent beaucoup de choses, parce qu'on est parfois déconnecté entre les hauts des entreprises et un le côté opérationnel. Un super bon mot de clôture. Alexandre, je propose ceci aux auditeurs et aux auditrices. Je pense que ce témoignage et ce parcours partagé va donner peut-être des envies de réaction. Donc on a sur le podcast un voicemail dans le texte descriptif, on peut cliquer sur le lien et on peut laisser un message vocal. Donc on s'enregistre, on réécoute autant de fois qu'on veut. Quand on est content du résultat sur la qualité sonore et ce qu'on a dit, on fait envoyer, on doit encoder son mail, on le reçoit. Si j'entends que la personne me dit tu peux partager sur les réseaux, je ne ferai pas de filtre. Je vais afficher dans la publication, le jour de la publication de ton podcast en commentaire, le lien et on entendra la personne avec sa voix réagir sur ton podcast. Oui. Et si elle ne me dit rien, je prendrai la prudence de t'envoyer le lien en privé. Excellent. Tu pourras écouter, répondre de la même manière ou répondre par mail à la personne. C'est génial, j'adore le concept. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai réagi au podcast de Charles Louis à l'époque en lui envoyant un message vocal. C'est juste. Et que je remercie d'ailleurs aussi au passage, parce qu'il a aussi été vachement important. Pour la journée agile. Au niveau de la carrière, et on fait un petit coucou à Charles Louis aussi. Exactement, merci Charles Louis et au plaisir. Et à bientôt, un mec passionnant d'ailleurs. Oui, exactement. Merci à toutes et à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures HR Meetup. Et partagez, likez, commentez, c'est aussi faire honneur des invités qu'on reçoit de faire ce geste qui ne coûte rien, mais qui permet beaucoup de visibilité. À bientôt. Plaisir. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Level Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.